Rebonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette table ronde design soutenable qui traite de la thématique face aux multiples enjeux sociétaux, comment inscrire la conception dans une pratique plus résiliente pour l'ensemble du vivant. En effet, on évoque la résilience. Quand on évoque la résilience, on fait généralement référence à la capacité à surmonter des chocs. Dans les écosystèmes, c'est un phénomène qui est formidable, par lequel la vie est capable de s'autoréguler, de s'auto-réparer. Donc c'est un concept qui est très inspirant et qui va nous amener à questionner nos pratiques actuelles par un partage d'expérience, de sorte à éclairer des aspects de ce vaste questionnement. Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Gillian Grave, qui est designer et fondateur de l'agence Big Bang Project, donc qui est une agence pluridisciplinaire qui fait dialoguer les scientifiques, les designers et les ingénieurs dans la mise en place d'innovations qui sont bio-inspirées. Gillian, tu as également une casquette de pédagogue puisque tu es enseignant et co-responsable d'un master à l'ENSI Les Ateliers. Bienvenue. On a également Frédéric Cadet. Donc Frédéric, toi tu es designer en éco-conception, fondateur et co-gérant de l'agence Eco-Design depuis 2005. Tu as également cofondé le pôle national éco-conception. Tu as intégré au groupe de travail Zoépolis et à l'association Designer Plus. Tu as également une approche pédagogique puisque tu partages ta démarche auprès d'étudiants dans des écoles de design et d'ingénieurs. Et enfin, Axel Ricourt-Dumas, donc merci d'être parmi nous. Tu es associé chez Faber Novel, qui est une agence d'innovation intégrée à EY et directrice de l'activité design et stratégie. Tu es notamment responsable de projets qui relèvent de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc, merci à tous les trois d'être parmi nous pour cette session qui se déroulera comme suit. Donc, nos invités vont avoir un petit moment pour apporter des éléments de réponse à la sous-question qui leur est associée. Ensuite, on rebondira par des questions et on passera justement aux questions du public. Donc, on le disait précédemment, le vivant nous inspire et nous amène à redéfinir nos modes de collaboration et nos pratiques. Et je vais maintenant m'adresser à Gillian. Gillian, comment opérer un design désanthropocentré nourri par une vision du sensible? Je te laisse la main. Vous entendez bien? Non. Je vais tenter. Ici? C'est mieux? Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. On a une belle discussion qui va arriver juste après. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de mes travaux. Je vais vous parler un petit peu de design et de biomimétisme. Alors juste comme ça, à main levée, qui a déjà entendu parler de biomimétisme? Juste pour que j'ai une idée. Eh bien, ok, je vais demander de faire la définition. Non, on verra sur la slide d'après justement, voir si vous avez bon. Donc j'aime bien commencer par présenter un organisme qui s'appelle Euplectella aspergillum, que vous voyez à l'écran. Donc Euplectella, ce que vous voyez, c'est le squelette de l'organisme, qui est une éponge de mer. Et cette éponge-là, elle vit dans les fonds marins et elle fabrique son squelette à partir de ressources locales. Donc elle va chercher de la silice pour pouvoir faire justement ces filaments de verre que vous voyez, qui sont assemblés dans une structure assez complexe. Donc, est-ce que vous pourriez me dire à peu près à quelle température, nous, aujourd'hui, on a besoin de monter pour pouvoir produire du verre? Ouais, 1200, 1400, 1500, ça dépend à peu près. Est-ce que vous pourriez me dire à peu près à quelle température vous pensez que cette éponge est capable de fabriquer son squelette? Oui, entre plutôt 12 degrés à peu près. Et donc, c'est assez incroyable. Donc, cet organisme-là, il est capable de produire finalement son squelette à partir de ressources qui sont localement disponibles. C'est fabriqué dans des conditions de température, dans des conditions de pression ambiante. Ça, c'est quand même assez chouette. À partir aussi d'une chimie qui est compatible avec le vivant. C'est fabriqué dans de l'eau. Et puis, bien sûr, c'est recyclable, évolutif, adaptable, fabriqué par ajout de matière et non pas par enlèvement de matière. Donc, c'est assez chouette. Donc, le jeu du biomimétisme, c'est ça. C'est chercher à imiter ce cahier des charges, ces principes du vivant qui permettent de fabriquer toute chose dans nos écosystèmes pour en faire des principes de conception. Donc ça, c'est assez chouette. Donc principe du vivant égale principe de conception, c'est le premier principe du biomimétisme. Et donc on dit que le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables.
Un petit peu de sémantique rapidement. Donc on a le biomimétisme est un champ de la bio-inspiration qui est vraiment l'approche créative qui permet juste de s'inspirer du vivant. Si on veut juste développer des innovations à partir de ça, on dit que l'on fait de la biomimétique. Par contre, si on est dans une disposition où que notre objectif est de répondre à des objectifs de développement durable, là la posture change et donc on est plutôt dans un cadre de biomimétisme qui est autant une approche qu'une philosophie par exemple, qui permet d'innover pour, par et avec le vivant. Ça, c'est super important. Pour le vivant, donc pour réconcilier les activités humaines à l'environnement dans lequel elles s'inscrivent, par le vivant, c'est le chemin que l'on suit, la méthode, le fait de s'inspirer du vivant, et avec, parce que parfois on peut directement aussi travailler avec certains organismes. Et Valentine, tu me dis si je suis en retard, j'ai pas mis le chronomètre, hein, ça va? Alors, aujourd'hui, chaque organisme vivant, justement, peut nous apprendre des choses. Il y a à peu près 2 millions d'espèces connues et décrites. On dit qu'il y a 10 à 20 millions d'espèces qui peupleraient la Terre aujourd'hui. Certains parlent de 100 millions d'espèces, hein, si on compte l'ensemble des micro-organismes. Et donc, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre? Je vous pose la question. Par exemple, quelques exemples. Pardon? La cohabitation. Après, dans plein de secteurs, on peut imaginer plein de choses. De nouvelles manières de capter de l'énergie, de la stocker, de nouvelles manières de séquestrer le carbone, de nouvelles manières de communiquer. Et tout ça en respectant le cahier des charges que l'on a vu tout à l'heure, qui permet justement de faire les choses de manière plus durable. Donc le vivant, premier message important, c'est le biomimétisme, pardon, premier message important, c'est une approche qui est multi-échelle. Multi-échelle d'inspiration et multi-échelle d'application. On va regarder le vivant de l'échelle nano à l'échelle macro en passant par l'échelle écosystémique. Donc comme vous le voyez à l'écran, on va pouvoir aller voir, regarder la structure et la matière, regarder le fonctionnement de certains organes, regarder le fonctionnement de certains organismes dans leur comportement, les interactions qu'ils peuvent avoir avec différents individus d'une même communauté d'espèces, ou regarder les interactions qui peuvent exister aussi entre différents individus de différentes communautés d'espèces au sein d'un écosystème. Et donc tout ça, le fait de s'inspirer du vivant à différentes échelles nous permet d'imaginer des innovations qui elles-mêmes peuvent s'appliquer à différentes échelles. Matériaux, produits, services, penser de nouvelles formes d'habitat ou de nouvelles façons d'habiter, penser de nouvelles façons d'organiser les quartiers, les villes, les territoires ou encore les formes d'organisation. Donc ça, c'est vraiment super important. Se dire que le vivant est une source d'inspiration à plusieurs échelles. Donc j'ai la chance de pouvoir diriger une agence de design, comme tu le disais Valentine tout à l'heure, qui a 3 missions aujourd'hui et qui a cette spécialité justement d'aller puiser son inspiration dans le vivant pour innover plus durablement. Donc on fait de la recherche, on fait de l'innovation et on a une partie aussi liée à l'éducation. La recherche, pourquoi? C'est super important, hein, parce que quand on va explorer le vivant, pour des designers par exemple, c'est pas évident. Des fois, on va avoir des connaissances manquantes sur certaines stratégies biologiques, donc il va falloir produire de la connaissance. Il va falloir travailler aussi à l'interface entre différentes disciplines avec beaucoup de chercheurs, et donc il va falloir inventer des nouvelles méthodologies et travailler sur de nouveaux outils. Donc c'est ce qu'on fait dans la partie recherche, production de connaissances, production de méthodologies, production d'outils, que l'on va ensuite appliquer dans différents secteurs que l'on va voir rapidement après. Et bien évidemment, ça passe aussi par le partage de cette expertise et de cette boîte à outils avec autant le grand public qu'un public industriel ou scientifique pour pouvoir justement les aider à travailler sur ces enjeux de durabilité. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'approche multidisciplinaire, on travaille tous les jours avec des chercheurs. Pour faire du biomimétisme, il faut faire travailler des gens qui sont issus des sciences du vivant avec des gens qui viennent des métiers de la conception. Ça, c'est super important. Et il y a plein de freins à ça. On pourra peut-être y revenir aussi tout à l'heure, mais on ne parle pas le même langage, on ne travaille pas aux mêmes échelles temporelles, pas dans les mêmes lieux, on n'a pas les mêmes méthodes, pas les mêmes outils, pas les mêmes finalités de projet, on ne produit pas les mêmes livrables, plein de choses comme ça. Et on a besoin justement d'apprendre à travailler à l'interface entre les disciplines. Et ça, en fait, c'est un petit peu notre spécialité et c'est des choses que l'on essaye aussi, bien évidemment, d'apprendre à nos étudiants. Très rapidement, un petit exemple de projet plutôt côté recherche. Je n'aurai pas le temps de développer sur les projets de l'agence. Mais pour un designer, aller creuser, en fait, aller explorer les millions d'espèces connues et décrites pour pouvoir innover plus durablement, eh bien, c'est pas évident. Parce que la donnée biologique, elle est produite par des biologistes et pour les biologistes. Donc comment est-ce que, quand on est ingénieur, designer, architecte ou urbaniste, on peut être en mesure de manipuler cette matière pour pouvoir la transformer en innovation derrière? Et donc c'est pour ça qu'on développe tout un tas d'outils, dont un premier que je voulais vous montrer, qui s'appelle Okagaia,
Et Okagaia, c'est ce qu'on appelle un moteur, un outil de fouille de la donnée biologique qui permet des concepteurs d'aller explorer les bases de données scientifiques pour nous faire remonter, justement, en fonction du challenge que l'on cherche à résoudre, les bonnes sources d'inspiration, les bons modèles biologiques inspirants. Si demain, vous avez envie de concevoir une façade de bâtiment qui va être capable de séquestrer le carbone, eh bien, on va pouvoir poser la question à ce moteur de recherche. On a une IA et plein de petits bots derrière qui vont aller explorer la littérature scientifique et nous ramener un ensemble d'espèces qui ont développé des stratégies que l'on pourrait imiter pour pouvoir concevoir justement des nouveaux matériaux qui pourraient habiller les bâtiments de demain. Et donc ça, c'est des outils que l'on fait un petit peu maison. Et donc, une fois qu'on a développé ce genre de choses-là, eh bien, effectivement, on va les appliquer à différents secteurs. Secteur de l'habitat, dans lequel on a un peu travaillé. On a beaucoup travaillé sur le futur de la cosmétique et de l'hygiène, le futur du sport, le futur du spatial, la mobilité. Voilà, pas mal de sujets sur lesquels on peut appliquer cette méthode. On est expert de la méthode, mais pas forcément de ces différents secteurs, pour pouvoir justement amener des solutions nouvelles et des solutions surtout qui pensent les enjeux de soutenabilité au cœur des projets, en explorant justement ces futurs-là, mais vu du point de vue à la fois du matériau, mais aussi de l'échelle de l'organisation, puisque souvent, en fait, l'enjeu, il est là, repenser les modèles de production autant que les modèles de consommation. Et donc, le biomime est une approche qui permet bien évidemment de faire ça. Et c'est ce qu'on fait au travers le développement de tout un tas de matériaux, produits, services, voire même travailler sur des formes d'organisation un petit peu différentes. Alors, je vais juste passer ça parce que j'aurai pas le temps du tout, donc je suis désolé. Vous pourrez aller sur le site internet de l'agence pour pouvoir voir si vous voulez. Mais très rapidement, pour finir, parce qu'il me reste une minute, j'imagine. On en a parlé. Donc, il y a tout un tas de freins justement au fait de pouvoir travailler à l'interface entre ces différentes disciplines pour pouvoir faire du biomimétisme. Et donc aujourd'hui, quand on est professionnel, c'est très très difficile de le faire en fait dans son entreprise. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qu'on développe depuis des années, mais ça nous a permis de développer des nouvelles formations à destination de designers, d'ingénieurs ou de chercheurs, pour pouvoir justement apprendre à travailler ensemble sur la résolution de problématiques complexes par des approches multidisciplinaires complexes, et donc en prenant le vivant comme source d'inspiration. Et ça, dans différentes organisations, mais surtout à l'ENSI, où j'ai eu la chance de pouvoir enseigner depuis le biomimétisme depuis plus de 10 ans maintenant. Et je suis responsable du premier master en design et biomimétisme qui est ouvert il y a 3 ans et demi maintenant, qui vise à former des chefs de projet en design et biomimétisme. Donc de tous bords, on a des chimistes, des biologistes, des ingénieurs structures, des designers, des architectes, etc., qui viennent se former pendant 1 an justement à la capacité à explorer les millions d'espèces, les millions de stratégies biologiques pour pouvoir justement inventer un monde qui est plus souhaitable. Voilà, je vais arrêter ma présentation ici et passer à la question de Valentine. Super. Merci Gillian. J'ai une petite question pour toi, puisque à travers ta pratique, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est le fait de rendre visible l'invisible, en passant notamment, comme tu le disais, par les échelles de grandeur organisationnelle et par des outils de visualisation de l'infiniment petit. Or, on sait que dans les faits, on a tendance à préserver ce qui relève de l'affect. Est-ce que, comme tu formes des étudiants et des professionnels de différents horizons depuis plusieurs années à l'ENSI, est-ce que tu perçois un avant-après significatif justement et des retours d'expérience de leur pratique? Alors, oui, c'est bon. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus pratiquer nos métiers de la même manière. Enfin bon, ce serait quand même dramatique, je pense sincèrement. Et on ne peut plus former les étudiants de la même manière non plus. Dans les écoles de design, mais comme dans toutes les écoles, on a vu aussi émerger des courants qui venaient vraiment des étudiants aussi, et donc ça c'était extrêmement fort. Et l'offre pédagogique a quand même, en tout cas pour l'ENSI et comme pour d'autres écoles aussi, beaucoup évolué, et va être amené à évoluer encore bien évidemment. Donc on doit intégrer les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques, les questions liées à la biodiversité, dans le cœur de l'enseignement, pour voir comment, au travers l'apprentissage ou la pratique de nos métiers, on peut adresser ces enjeux-là, mais aussi le faire de manière créative, que ce soit pour des changements positifs. Et donc, clairement, ces dernières années, il y a eu une sorte je dirais pas de transition parce on est en cours, c'est le début, c'est une amorce, on va dire. Il reste encore énormément de choses à faire, bien évidemment, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a une direction qui est prise, que je trouve assez positive, mais pas encore assez énergique. Voilà.
Super. Et est-ce que du coup tout le monde peut faire du biomimétisme? Est-ce que tu parlais de Gaïa par exemple? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Est-ce qu'ils sont à disposition des différents professionnels qui souhaiteraient utiliser justement cette démarche-là? Alors effectivement, OK Gaia, cet outil-là, il est aujourd'hui privé. Il répond à nos besoins à nous. Il a d'ailleurs été en partie développé par Centrale Supélec, qui nous a aidé aussi à développer ça. Donc il y a des outils privés qui sont assez puissants, mais il y a aussi des outils qui sont ouverts au grand public. Et je pense notamment à un outil qui s'appelle Ask Nature, que vous pouvez aller voir en ligne, et qui est une base de données de modèles biologiques, mais qui est limitée à 2300 ou 2400 entrées à peu près. Nous, on a accès à des millions de modèles, et là, on est sur quelques milliers. Donc il y a une grande différence, mais c'est déjà assez intéressant parce qu'il y a tout un tas de modèles qui permettent justement d'imaginer déjà des innovations à différentes échelles qui ont été mis dans cette base de données-là, qui ont été évalués par des chercheurs. Donc la connaissance qui est dans cette base de données-là, elle a été évaluée. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on peut utiliser ces outils pour commencer justement à se mettre dans une démarche de bio-inspiration ou de biomimétisme. Mais après, des fois, la première chose à faire, c'est juste d'aller se balader dans une forêt ou d'aller faire un tour dans l'eau, de regarder ce qui nous entoure, d'essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça. Et c'est la première étape, je dirais, pour faire du biomimétisme, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement de nos écosystèmes pour voir justement comment ça peut nous amener à repenser la façon dont on gère nos ressources, de manière plus circulaire, de manière plus locale, en utilisant des choses qui ne sont pas polluantes, tout un tas de choses comme ça qui peuvent être nées de la simple observation sans avoir forcément un bagage scientifique. Donc il y a des choses que l'on a déjà en nous, que l'on peut mobiliser, et après, bien évidemment, on peut monter en complexité dans les outils et les méthodes que l'on va mobiliser. Ask Nature est un premier niveau, et après, il y en a d'autres, bien évidemment, qui sont un peu plus pointus, mais pas besoin forcément de ça pour commencer. Merci Gillian. On y reviendra un petit peu plus tard avec des questions transverses. Tu évoquais justement les ressources. Donc, selon une étude publiée le 31 mai dernier par des chercheurs internationaux de la revue Nature, 7 des 8 limites planétaires seraient ainsi dépassées. Rappelons-le, il s'agit du seuil à partir duquel la déstabilisation des processus terrestres pourrait avoir des répercussions dangereuses et irréversibles pour le vivant. Et là, je vais donc me tourner vers Frédéric. Frédéric, dans un tel contexte, comment pouvons-nous et devons-nous concevoir? Oui, bon, merci. Oui, tout à fait. Donc, merci Gillian pour cette belle intro. Moi, je dis oui au biomimétisme tant qu'il en reste. Voilà. Donc, et là, pour commencer, donc rapidement, un monde fini. Un monde fini, en fait, le principe d'une sphère sur laquelle nous sommes, c'est d'avoir un maximum de volume pour un minimum de surface. Or, nous, on vit à la surface, on exploite, et je choisis mon mot, exploite, qu'une infime partie de l'épaisseur de la surface. Donc, en fait, on a un monde fini, très fini. Il n'y a que les économistes qui disent qu'on peut avoir une croissance infinie. Donc, à partir de là, moi, je me suis posé la question en tant que designer, mais jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller? Et donc, j'ai créé cette agence, l'agence Ecodesign, donc afin de répondre à cette problématique de l'éco-conception dans un premier temps, mais aussi de comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner les industriels vers quelque chose qui soit plus durable. Et nous, on cherche à faire du design durable et désirable. Donc, et on utilise donc forcément, on fait de la formation, on fait de l'éco-conception, vu que je fais partie des cofondateurs du pôle. L'économie circulaire, on est spécialiste aussi, et puis du design produit et packaging. Si vous êtes amateur de bio et que vous aimez la glace, si vous avez déjà mangé des glaces Terra Délice, voilà, on a créé ce pack-là il y a 12 ans maintenant. C'était une innovation en Europe, c'est-à-dire que c'était le premier pack et quand vous avez fini de manger la glace, le pot il est mort. Voilà, vous le savez tous, si vous n'êtes pas passé au fond en prenant la dernière cuillère, c'est que vous n'étiez pas assez hargneux sur la glace. Et donc notre objectif en fait, c'est de chaque fois de se remettre en face des réalités. Les réalités, c'est oui, on a dépassé les limites planétaires, enfin, on en a dépassé 7 sur 9. C'est assez dramatique. Et là, simplement,
j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps où ça c'était une des 5 slides de présentation où on voit au travers de ces data visualisation, c'est 2 fois le même graphisme, hein, c'est juste 2 représentations différentes. Et donc c'est l'Institut d'études de géologie des États-Unis qui fournit ça. C'est une étude de 2007, donc elle est déjà un peu vieille, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore entrepris d'utiliser le lithium au niveau où on imagine l'utiliser dans les années futures. Et donc ça nous montre que on arrive quand même à des limites planétaires d'extraction et d'épuisement en fait. Et l'épuisement, on va le qualifier suivant la rentabilité économique et ou énergétique d'extraction d'un minerai. Alors vous allez me dire, ouais, ok, c'est pas génial. Bon, alors si on regarde un petit peu au niveau politique, ça peut être intéressant. Hein, c'est-à-dire que là, je pense qu'en 2039, c'est ça, c'est le cuivre. Bon, ça va être embêtant. Hein, si on n'a plus de cuivre et qu'on mise sur l'électricité, ça va pas le faire bien. De la même manière que on voit le zinc, le zinc en région parisienne, ils aiment bien ça, ils le mettent sur les toits. Et puis l'uranium, le nickel, enfin tout ça. C'est quand même des matériaux qu'on a un peu l'habitude de beaucoup utiliser, donc il va vraiment falloir se poser la question comment est-ce qu'on va faire, sachant qu'il y a 50 ans on était 4 milliards. Depuis le 25 novembre l'année dernière, nous sommes 8. Donc dans 50 ans, nous devrions être 16. Heureusement non. Oui, je vois un nom là qui s'affiche, on ne va pas y arriver. Et vaut mieux pas. Mais dans tous les cas, on nous demande de diviser par 4 notre impact carbone. Voilà, si on continue de croître et qu'on doit diviser, combien on va devoir diviser, j'en sais rien. Il y a un moment où, dans tous les cas, il va vraiment falloir penser autrement. Le but d'un designer, c'est d'apporter des solutions. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage sur ce tableau-là. Parce que le but du jeu, c'est de trouver en fait, sur quel levier on va jouer. Et là, en fait, quel est l'enjeu global? Est-ce qu'on veut sauver l'humanité coûte que coûte ou créer de nouvelles sociétés? Et c'était un petit peu la question tout à l'heure, c'est quelle société on veut créer? Et on parlait d'un futur durable et désirable, on parlait du désirabilité. C'est bien ça, en fait. Comment est-ce qu'on va faire pour donner aux générations futures l'envie de vivre dans un milieu différent? C'est-à-dire différemment que nous. Cette question-là, elle va passer par l'équilibre. Et l'équilibre, en fait, comment peut-on penser un équilibre quand on ne fait que soustraire? Alors, la sobriété, ça serait quand même encore de la soustraction. Et la satiété, même, je vais revenir dessus, ça serait encore de la soustraction. En fait, on ne sait pas penser autrement qu'en soustrayant donc à la Terre. Et l'idée, c'est que cet équilibre, on est obligé de le trouver parce qu'on n'a qu'une seule Terre. Hein, même si on nous dit que peut-être Mars, ça pourrait fonctionner, on n'y est pas encore. La Lune, encore moins. Et donc, je propose simplement, moi, une idée pour au moins sauver la biodiversité. C'est que le service rendu à l'humanité d'un produit ou d'un service, enfin, ce service-là, soit en équilibre. Donc c'est égal au service rendu au vivant, moins l'humanité, parce qu'on fait partie du vivant, encore heureux. Donc ça me donne une équation sur laquelle je travaille avec mes étudiants, en école d'ingénieur, et du coup on sort des produits en fait qui finalement peuvent répondre à ce genre de choses. Donc peut-on imaginer un produit ou un service créé par l'homme qui répond équitablement aux attentes du vivant de manière globale? En gros, votre perceuse, votre canapé, votre lave-vaisselle, il ne sert pas le vivant, hein, quand même. Donc, il faut vraiment se poser la question, mais comment est-ce qu'on va faire pour penser autrement? Penser autrement, on peut désanthropocentrer, c'est entre autres des réflexions aussi qui sont menées au sein de l'agence, mais on n'a pas de solution toute faite, on ne trouve pas ça sur le catalogue. Donc, la créativité, en fait, est plus que jamais nécessaire à l'humanité pour pouvoir poursuivre et diversifier en fait les réponses. La diversité, en fait, c'est vraiment ce qui va apporter la résilience. La nature, quand elle crée un système, elle n'en crée pas qu'un, elle en crée plein. Et en fait, elle va en créer des différents qui vont s'adapter dans différents contextes. Et il y a des contextes qui vont être plus favorables parce que plus développés, et donc cette solution va davantage se développer. Mais pour autant, elle ne va pas tuer les autres, elle va les encapsuler, peut-être dans des eaux plus acides, peut-être dans un lac, peut-être, voilà. Et en fait, ça, c'est ce qui va vraiment créer la résilience. Oui, tu fais bien de me dire qu'il me reste 3 minutes. Flûte, je ne suis pas avancé. Bon, alors,
Voilà, on est designer, donc on va essayer. Je vais essayer de vous ouvrir des solutions et dire bon, tout n'est pas perdu, on va y aller. Donc en fait, pourquoi pas ne pas acheter donc à la terre. L'idée, c'est quand vous allez chez Leroy Merlin ou un autre vendeur de matériaux, acheter un bout de bois. En fait, qu'est-ce qu'on paye? Bon, on paye un petit peu le propriétaire du terrain, on paye le bûcheron, on paye l'équarrissage, donc l'abattage de l'arbre, on paye le transport de l'arbre, enfin vous avez compris, tout ce qu'on paye, on paye tout, on paye en fait surtout que la complexité humaine. Jamais on a acheté du bois. Ok? Eh ben, l'idée, ça serait peut-être de se dire, est-ce qu'on peut, et auquel cas, quelle est la valeur de ce bois-là? Eh ben, faut savoir qu'il y a des gens sérieux, à l'INRA ou au CNRS, qui ont cherché à chiffrer justement ces choses-là. Et ils ont chiffré, par exemple, l'activité de pollinisation, donc principalement faite par les abeilles sur Terre, sur les cultures humaines. L'équivalent, c'est 153 milliards d'euros. Je me suis dit, tiens, c'est cool. Mais combien il y a d'abeilles sur Terre? Bon, alors, à plus ou moins 10%, il doit y en avoir 36 000 milliards d'abeilles sur Terre. Donc, ce qui nous ramène le coût de l'abeille à 0,0042 euros. D'accord? Un demi-centime d'euro. J'arrondis encore un peu plus. D'accord? Donc, moi, en fait, je suis venu de Lyon. Là, on a dû bien exploser une dizaine d'abeilles. J'ai coûté 5 centimes à l'univers. Et pourtant, ces abeilles, en fait, elles nous permettent de polliniser 35% des plantes que nous consommons. Donc, on peut se poser la question, et nous, on se pose la question, en tout cas, l'abeille a le même droit de prospérer que l'humanité. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que rien que ça, on y arrive? Et donc ça nous amènerait peut-être à penser à un fonds terrestre, c'est-à-dire ou un fonds pour la Terre. Ce fonds pour la Terre, il pourrait être géré, par exemple, par environ 120 personnes du monde entier, interculturelles, ou polyculturelles plutôt, et renouvelé au tiers tous les 3 ans, par exemple, pour éviter aussi d'en faire qu'un emploi. Et il serait géré donc par ces gens-là, de sorte à pouvoir défendre en fait donc la terre contre donc les gens qui l'ont agressé. Et ça existe déjà en fait. Il y a des gens qui portent plainte et on voit qu'il y a de plus en plus de forêts, de lieux, je sens que oui c'est ça. Et donc ça c'est une des premières solutions. On pourrait financiariser ça. Vous imaginez le pouvoir qu'aurait un groupement d'humains avec 1% du PIB mondial. Ce serait génial. Bon, enfin bref. Autre solution, une économie circulaire globale. Donc, qu'est-ce que c'est une économie circulaire globale? En fait, c'est des boucles dans les boucles. L'économie circulaire, en fait, c'est un approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle. On a aussi l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire préférer l'usage à la possession. Ça va être la consommation responsable, l'allongement de la durée de vie d'usage de chacun des produits, le recyclage. Donc tout ça, c'est des boucles dans les boucles, on le voit, on peut en faire et on peut en créer encore davantage. Et même en créant, rien qu'en les imaginant en tant que designer, on peut faire du cradle to cradle, c'est-à-dire un produit où on imagine déjà le second produit et le troisième produit dessus. Bon, ça, on se fait un peu des nœuds dans le cerveau quand on est designer, mais on y arrive. Mais en effet, on en a parlé tout à l'heure, Raphaël nous en a parlé de l'ADEME, l'effet rebond qui est en fait le paradoxe de Jevons, c'est-à-dire que plus on va rendre accessibles les choses aux humains, en fait plus ils vont les utiliser, et plus ils vont les utiliser, potentiellement plus on va en avoir besoin, et donc on risque d'avoir un effet secondaire qui va être qu'on va déplacer, un déplacement donc d'impact donc sur l'environnement. Je me dépêche encore, si ça marche. Hop là. Alors, bon, ça marche quand ça veut. Et donc, l'idée, ça serait donc un usage étendu. Et là, je vous présente une réalisation de Romain Anfort qui a prévu et donne et distribue donc gratuitement et ça c'est autofinancé, hein, vous pouvez faire des dons d'ailleurs, donc des planches de stickers que vous pouvez poser sur vos boîtes aux lettres, c'est votre hub d'immeuble et de copropriété, pour en fait augmenter la durée d'utilisation de vos appareils, c'est-à-dire votre perceuse, votre grille-pain, votre lecteur de DVD, vos jeux de société, tout ça.
Eh ben, plutôt que ce que tous les copropriétaires l'aient chacun individuellement, eh ben, pourquoi ne pas le mettre en commun? Et comment le faire? Eh bien, voilà. Eh bien, ça, c'est aussi des questions qu'on pose aux industriels. C'est-à-dire, ben, fabriquer une perceuse, très bien, mais comment est-ce qu'on peut faire pour la mettre en commun, cette perceuse? Comment est-ce que vous allez aider les gens à y arriver? Il va falloir qu'ils veuillent. Voilà. D'autres moyens, en fait, c'est les care halls. Alors ça, c'est né, et c'est souvent, il y a des innovations qui naissent quand on vit un moment difficile. Et là, c'était pendant la première crise économique, là, en 2008, enfin, c'est pas loin d'être la première. Et donc, ils ont eu des problèmes en Écosse pour réussir à se nourrir, et ils ont transformé leur petit potager, enfin, leur petit devanture devant le beau Windows en potager. Et ils ont, collectivement proposé de consommer les fruits et légumes. Donc ça permet en fait simplement de coposséder les choses. Et j'arrive sur le dernier, qui est en fait le principe donc de la satiété. Et pourquoi est-ce que on en arrive là? Parce que il faut penser une nouvelle société collaborative. Donc, quelle nouvelle société pour un monde fini? Quelle consommation dans un monde où, à la limite de l'épuisement, en fait? Quel modèle industriel? Quelle économie? Quelle étude? Donc, par exemple, je vais vous renvoyer sur une étude qu'a fait une chercheuse qui s'appelle Marie-France Vernier sur l'éco-conception et l'industrie et l'économie. C'est-à-dire, en mêlant les trois, comment est-ce qu'on peut arriver à des choses plus vertueuses à terme? Et quelle conscience collective, en fait, on peut arriver. Et la visualisation, donc, simplement des impacts, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, tiens, j'ai assez consommé, est-ce que j'ai ma satiété, j'ai suffisamment consommé? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de conscientiser ça? À quel moment est-ce que, quand vous faites des courses, vous avez conscience que vous avez fait votre taf de CO2, vous avez consommé toutes les ressources qui vous étaient allouées? Je crois qu'il fait vraiment ce qu'il veut. Merci. Merci Frédéric. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que le rôle du designer actuel ne réside pas aussi dans le fait d'inventer de nouvelles sources de richesse, de recréer de la valeur sur des concepts ou des matières ou des aliments qui sont aujourd'hui a priori peu séduisants? En gros, est-ce que le rôle du designer, c'est pas aussi de rendre séduisant des aspects qui ne sont pas aujourd'hui, mais qui pourraient être l'avenir justement auprès des consommateurs? Séduisant, c'est très subjectif. La séduction est subjective, donc non. Par contre, affordante, oui. C'est-à-dire, il faut que tout le monde puisse comprendre comment ça va fonctionner, comment on va pouvoir l'utiliser, et le rendre accessible, en fait, plus que séduisant. Je pense que c'est plutôt ça. Et on ira plus facilement si on comprend. Super, merci Frédéric. Alors, on va explorer un autre aspect avec Axel. Le prix Nobel de l'économie de 1976, Milton Friedman, disait « L'unique responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître ses profits ». Presque 50 ans plus tard, sur fond de déclin de la biodiversité et de changement climatique, le discours a changé. Les entreprises se voient contraintes d'intégrer la dimension écologique dans leur activité. L'impact sociétal et environnemental devient indissociable de la création de valeur de l'entreprise. Axel va nous éclairer sur la question comment inciter les entreprises à emprunter une trajectoire collective. Bonjour à tous. Donc, question pas facile après tout ce qu'on vient d'entendre, parce que expliquer à des entreprises qu'il faut renoncer, parfois décroître, faire des choix compliqués, elles n'ont pas forcément la maturité, ni leurs équipes d'ailleurs. Donc il faut trouver la façon de les aider à se projeter et en même temps de leur donner la solution et la temporalité pour qu'ils arrivent à transformer leur modèle. C'est une de nos grosses convictions. Faber Novel, c'est une agence d'innovation. On aide depuis 20 ans nos clients à se transformer, à innover et à s'approprier cette innovation avec un angle design extrêmement fort, puisqu'on a des designers dans tous nos métiers de stratégie, dont l'équipe stratégie et design dont je fais partie, mais aussi côté tech. Enfin, le design irrigue et fait notre différenciation parce que c'est un outil extrêmement puissant pour réinventer, pour concevoir, on le sait. Et ça fait des années que les designers réfléchissent à comment on fait un design qui est durable, comment on conçoit différemment, comment on se pose des questions, aussi de renoncement, même dans un cabinet de conseil et même quand on est
maintenant dans un gros cabinet de conseil, on continue à se poser cette question. Et moi, de mon côté, je disais à Valentine, je ne suis pas une designeuse. En fait, j'ai fait 20 ans dans la finance, j'ai travaillé avec des investisseurs, j'ai valorisé des entreprises. J'ai rejoint Faber Novel il y a 5 ans. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, cette expertise. Il y a dans la salle Manon Dercol, qui est une de nos responsables design chez nous, Alice Froissac, qui a fait un master ici. Donc pour moi, c'est hyper puissant comme outil pour réinventer, explorer. Et j'ai aussi la conviction qu'il faut le compléter avec d'autres approches plus financières, plus stratégiques, pour réussir à le rendre opérationnel, exécutable, pour pas qu'il soit complètement hors sol, pour aider justement à réconcilier toute cette inspiration et des entreprises qui doivent aussi travailler sur la pérennité de leur modèle et faire des choix économiques. C'est pour ça que dans nos équipes, on a des stratégistes, des designers qui ont la chance de se comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas dans les cabinets de conseil, et de très bien travailler ensemble, et donc de travailler à la fois sur de nouvelles histoires et de nouvelles trajectoires, et de réussir derrière plus facilement, je pense, demain sur les sujets sustainability, à concevoir ces nouveaux modèles. Première chose sur le design, il y a beaucoup de designers ici, donc je ne vous apprendrai rien, mais la raison pour laquelle on pense que c'est un outil puissant au service de la sustainability, c'est que c'est un outil qui nous permet de se projeter, donc se projeter sur des modèles innovants. Vous avez parlé aujourd'hui de design fiction, ça permet de réfléchir à des futurs préférables, puisqu'on sait qu'il n'y en a pas qu'un. Intégrer ça dans l'approche de conception, ça nous permet d'aller vers des produits, des services, des offres qui soient responsables. Le fait qu'il y a plusieurs caractéristiques qu'on met en avant et qui montrent que sur la sustainability, ce sera puissant, c'est la proximité avec l'art, le côté émotionnel qui va permettre de véhiculer des idées et de faire pivoter la société, les utilisateurs qui n'ont pas tous pivoté en termes de consommation non plus. C'est aussi, grâce à ça, un outil qui permet de questionner et de poser un œil critique dont on a besoin. C'est aussi quelque chose de très exploratoire. On trouve, on s'inspire de choses différentes dans un autre contexte pour aller avoir des nouvelles approches. C'est aussi proche du terrain, donc c'est proche des besoins réels et pas de ceux qu'on pense être ou de taille de marché qui sont parfois l'approche classique de la stratégie. Donc là aussi, ça, sur la partie sustainability, on revient sur ces besoins. C'est itératif parce que ça fait effectivement des choses et ça permet de tester rapidement. Et puis enfin, c'est systémique, ce qui est évidemment ultra important, puisque à la fois, ça va permettre de réfléchir pour les CEO à tout ce qu'ils peuvent faire pour leurs parties prenantes, plus être uniquement centré sur une seule d'entre elles, et puis d'agir en réseau, de manière collective, parce que ça va être un de leurs grands défis, et c'est là où ils vont devoir changer en termes de profil, c'est que sur ces sujets, ils vont devoir agir de manière collective, et qu'une partie de la solution se fera avec des pairs, elle se fera avec d'autres secteurs. On sait qu'il y aura des arbitrages entre les secteurs liés à des conflits d'usage de ressources. Et donc, le CEO, pour transformer son modèle et pour aller vers ça, il va falloir qu'il le fasse avec d'autres acteurs et pas uniquement lui. Et ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est aussi qu'il permet de décaler un peu le regard, de faire un pas de côté. Comme je disais, de ne pas être sur uniquement des choses préétablies, mais trouver juste le moyen le plus intelligent de répondre à une problématique. Et le faire avec le design, ça permet de se projeter. Le faire avec une vision business, c'est plus compliqué. Donc il faut partir de ce point de vue-là. Il faut que les dirigeants d'entreprise, ils arrivent à se projeter vers des futurs préférables grâce à cette fiction, qui va les aider à identifier des initiatives possibles. Et nous, on travaille avec eux, on fait des ateliers de design fiction avec Manon notamment, pour les aider à écrire ces scénarios. C'est déjà un premier pas majeur. Mais derrière, il faut que ce soit en tension avec une approche stratégique. Pourquoi ? Parce que le design va imaginer une nouvelle histoire, mais derrière, il faut une trajectoire, il faut une modélisation pour comprendre comment ça va impacter à court terme, à moyen terme, les modèles. Il faut permettre aux parties prenantes, aux investisseurs de se projeter. Sinon, ils n'accompagneront pas le mouvement. Il y a aussi des enjeux RH, des enjeux organisationnels. Derrière, il y a toute une entreprise qui doit bouger. On en a parlé, il y a la supply. Tout va devoir bouger derrière ces nouveaux modèles. Donc, il faut qu'on ait ces contraintes, en tout cas ces éléments en ligne de mire quand on travaille sur ces nouveaux scénarios, ces nouveaux modèles. Et puis évidemment, les faits scientifiques. Nous, on a la conviction et l'humilité de dire que, autant sur l'innovation, je pense qu'on était pas mal en avance de phase, autant là-dessus, c'est avec les scientifiques, c'est aussi avec notre écosystème qu'on arrivera à trouver les bonnes solutions. Et en tout cas, dans notre approche du design, on va travailler avec ces experts-là pour qu'ils nous expliquent les contraintes qu'on a pour respecter une feuille de route et être capable de concevoir quelque chose qui, dans 10 ans, aura un sens vis-à-vis de tous les enjeux qu'on vient de mentionner, planétaires et la feuille de route propre à chaque entreprise. Donc,
Ces scénarios, il faut les modéliser, il faut comprendre l'impact financier, extra-financier, comment ça s'inscrit dans ces limites planétaires, parce que c'est ce qui va permettre derrière de se dire j'engage mes investisseurs, j'engage l'interne sur quelque chose que je comprends et que j'arrive à projeter. Et puis, une fois qu'on a cette vision, qu'on a ces scénarios derrière, on peut effectivement un peu rétro-pédaler et dire je pars de là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais concevoir comme nouveaux produits, nouveaux services pour porter ça. Donc le CEO, il va avoir un rôle fondamental. Le point de départ, c'est sa vision, sa conviction. Quand on fait partie de la Convention des entreprises pour le climat, donc on entendait la CEO d'Expansion, qui est ultra convaincue, ultra visionnaire, avec un investisseur qui la soutient beaucoup. Elle fait des choix sur son portefeuille de produits, elle fait des choix sur sa chaîne de valeur. Mais le point de départ, c'est quand même sa vision, sa conviction. Ça, on va en avoir besoin. Donc il faut les former, il faut les aider à comprendre les enjeux pour explorer plusieurs futurs possibles. Dans un monde qui va être incertain d'un point de vue transition climat, évidemment tous les scénarios ne sont pas définis, mais aussi incertain d'un point de vue économique. Aujourd'hui, on connaît tous le contexte, donc tous ne vont pas bouger en même temps, donc il faut apprendre à prendre des risques alors que son écosystème ne bouge pas, ou alors il faut faire bouger son écosystème. Il faut intégrer des enjeux d'usage économique, technologique, intégrer une temporalité, c'est-à-dire une vision long terme très engagée, mais des problématiques court terme plus opérationnelles. Donc il faut que les CEO aussi soient capables de naviguer entre ces deux horizons. Comme je disais, qu'ils sachent s'allier avec d'autres acteurs de l'écosystème, et puis derrière, qu'ils engagent leur organisation. D'un point de vue culturel, ce sera majeur. D'un point de vue organisationnel, parce que quand on teste des nouveaux produits, derrière, il faut qu'on essaie de construire toute la chaîne. Encore une fois, si je compare à l'innovation numérique sur laquelle on a beaucoup travaillé, là on parle d'une transformation structurelle du modèle de bout en bout, donc c'est évidemment beaucoup plus impliquant et c'est pour ça que ça se fera par étapes. Donc je ne vois pas si on m'a mis 3 minutes, 1 minute, 3 minutes. Et donc quand on a déjà cette vision et fait tout ce travail de se projeter, le dirigeant d'entreprise, il va falloir qu'il commence à faire des paris sur certaines activités. Grâce au design, grâce à la conception, nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles offres, en intégrant ses limites, son engagement RSE, toutes les limites qu'il s'est fixées, tous les plans de marge dans lesquels il s'est mis. On a parlé de modèles circulaires, on a parlé de modèles de la fonctionnalité, tout ce qui est as a service, de modèles régénératifs, on en est encore loin. On peut tester des choses. Sur une partie du portefeuille, Decathlon par exemple, qui est plutôt un acteur engagé, il a des produits qui marchent très bien, mais qui margent très bien, mais qui ne sont pas forcément éco-compatibles. Et à côté, il en développe, qui le sont, il développe des nouveaux modèles de location. Et c'est un arbitrage aussi, c'est tester, voir comment son portefeuille peut évoluer, tester des choses pour derrière, progressivement, et ben finalement déployer ça à toute l'organisation. Après, la difficulté, quand même, c'est qu'il y a beaucoup de paradoxes dans la partie consommation et chez l'utilisateur, je pense chez nous tous. Il y a beaucoup d'engagement, mais finalement, beaucoup de radicalisation aussi, mais finalement, dans les usages de consommation, parfois ça ne bouge pas parce qu'il y a des biais cognitifs qui font qu'on n'est pas prêt à acheter des produits éco-conçus. Donc le rôle des entreprises aussi, probablement par leur direction marketing, ça va être d'aider les consommateurs aussi à faire ce pivot. Donc on le voit, il y a énormément de parties prenantes qui doivent bouger en même temps pour aider l'entreprise à transformer son modèle. Et donc, comme il me reste 1 minute, voilà. Pour compléter tout ça, je ne veux pas atterrir sur un truc trop pragmatique, financier, etc. Et on est parti du biomimétisme, c'était beaucoup plus inspirant. Mais pour aller du biomimétisme à qu'est-ce que je fais de mon modèle, il y a vraiment un besoin, et je pense que Manon et Alice seront d'accord, parce qu'on a beaucoup discuté entre designers et stratégistes sur le besoin de piloter en fait toute cette conception, toute cette phase d'innovation. On a un outil qu'on appelle la Value Wheel, qui est inspiré de la théorie du donut, et de se dire quelles sont les parties prenantes aujourd'hui, pour qui je veux créer de la valeur, comment je crée de la valeur pour elles, pas pour moi en tant qu'entreprise, et comment j'arrive à mieux partager la valeur entre mon modèle économique, parce qu'il faut quand même qu'il y ait encore des entreprises demain et qu'elles aient un modèle pérenne, même s'il peut être moins rentable ou rentable différemment, et qu'est-ce que derrière je partage comme valeur. Donc, avec cet outil, on identifie les KPI pour piloter, pour suivre ça et se dire on a des profils sur certaines initiatives, certains modèles. On va beaucoup concéder d'un point de vue économique, mais beaucoup redonner aux enjeux environnementaux et sociétaux. Il ne faut pas oublier les enjeux sociétaux. On parle beaucoup de climat, mais il y a aussi tout ce sujet-là social. Et puis pour d'autres, ce sera moins le cas. Et derrière, au global, l'entreprise, elle doit avoir un partage de la valeur qui est meilleur.
Et l'enjeu derrière quand même tout ça, c'est que les investisseurs, qui sont malheureusement portent beaucoup, doivent comprendre que de la valeur extra-financière va peut-être supplanter ou se rajouter à de la valeur financière et qu'il faut accompagner ce mouvement-là. D'où la nécessité de piloter pour derrière faire comprendre à son entreprise, ses équipes, comment le modèle se transforme, faire comprendre à l'externe, ses partenaires aussi, ses investisseurs, comment il faut accompagner ce mouvement de transformation profonde. Et je dirais en conclusion, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos clients ils sont très inquiets de la réglementation, toutes les nouvelles choses qu'il va falloir publier pour montrer qu'on est compliant sur ces sujets environnementaux et sociétaux. Ils commencent à se poser la question évidemment, ils décarbonent leur modèle, mais la vraie réinvention, c'est l'enjeu du moyen terme et le design va beaucoup nous aider. On est vraiment, je pense, au début de ce mouvement-là pour une réelle transformation, une réelle réinvention des modèles économiques. Super, merci Axel. Qu'est-ce que tu dirais justement à des entrepreneurs, des salariés qui auraient peur de se lancer dans ces changements ou d'aller plus loin que ce que les réglementations peuvent leur imposer? En fait, je dirais qu'on n'a pas vraiment le choix, donc c'est pour ça qu'il faut réussir à être convaincu. On dit souvent, quand on raisonne justement en mode 360, que si on arrête de regarder juste un résultat financier, mais on regarde les actifs intangibles de l'entreprise, c'est ses clients, ses talents, c'est son écosystème, c'est la planète aussi, son impact sur la planète. Normalement, à un moment, le client doit être plus attiré par un modèle vertueux, le talent aussi, l'écosystème aussi. Donc, logiquement, la pérennité de ces modèles, elle va passer par, on revient à notre sujet, sur ce partage de la valeur. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut essayer de valoriser, parce que je pense que de toute façon, si on maintient cette trajectoire, les modèles financiers, de toute façon, seront sous pression. Donc, il faut derrière, mais il y a un gros travail d'éducation. Alors, je ne fais pas de change, mais nous, on a des équipes qui font du change et on le voit. Les deux grosses questions qu'on nous pose, c'est le reporting, mais c'est la culture, comment je fais évoluer mon top management. Alors tu parles de biomimétisme. Dans le luxe, on a des acteurs qui travaillent sur plein de choses de nouveaux futurs des matériaux. Et on avait un opérationnel la semaine dernière qui disait c'est top, mais là en fait je vais arrêter, je vais revenir à de la sensibilisation de base parce que les marques elles sont sur des objectifs de croissance à 2 chiffres et qu'en fait si mon nouveau matériau répond pas aux critères, j'arriverai pas à le faire passer. Donc il faut beaucoup d'éducation et en fait c'est très systémique, c'est-à-dire que tout le monde doit bouger, les consommateurs, enfin nous on doit tous bouger, les investisseurs doivent bouger, les entreprises doivent bouger, mais il n'y a pas une seule qui peut bouger de son côté, c'est trop compliqué je pense. Super, ça m'amène à vous poser une question à tous les trois, justement, quelle position tenir entre d'un côté le consommateur qui a des besoins, des envies, des convictions et de l'autre justement l'industrie qui tient un modèle économique. Alors, en gros, nous, on a la chance d'être un petit peu extérieur à ça. On est extérieur au monde de l'entreprise puisqu'on va concevoir des éco-innovations dans différents secteurs. Et donc, on a plutôt ce rôle de montrer des alternatives possibles, souhaitables. Ce qui fait que sur tout ce que l'on conçoit, il y a un petit pourcentage qui sort réellement. Par contre, dans ce que l'on peut concevoir, il y a des choses qui vont sortir demain, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Des fois, on travaille à 2040, 2050. Et ça a aussi l'objectif de concilier les envies des gens, leurs peurs aussi, clairement, et en même temps, de montrer aux entreprises qu'il y a des changements potentiellement positifs. Le biomimétisme est quelque chose qui nous permet d'innover de manière plus durable. Donc, il y a quand même, ça permet de répondre à cet objectif de créer des choses nouvelles, mais qui répondent aux enjeux de soutenabilité. Donc on arrive à concilier les deux et en même temps, eux ont des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus strictes, etc. Donc en gros, ce que l'on produit dans nos projets permet de concilier les besoins et les envies des gens, les besoins et les envies quelque part des entreprises et après on montre justement des hypothèses, on montre des alternatives, des futurs possibles, qu'on pense souhaitables justement pour répondre à ces différents enjeux-là. Après, ce qui sort ou pas sur le marché, là, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on essaye
par notre position qui est à l'interface entre le consommateur et l'entreprise, de montrer des possibilités. Je pense pour aller dans son sens, c'est à la fois faut tester par des petits bouts du modèle et voir ce que ça donne derrière. Et puis après, faut sortir du côté subi. Je pense, hier je parlais avec des designers, mais produits, ils ont l'impression que c'est subi en fait. Il faut que on arrive à rendre effectivement les choses désirables, des nouveaux récits pour se dire qu'on n'est pas que dans le subi, on le vit quand on travaille sur ces sujets-là, pour que derrière ça soit vécu aussi comme un renoncement d'un côté, une opportunité pour autre chose plus compatible avec on va dire un écosystème. En éco-conception qu'on utilise aussi pour faire le premier pas, je dirais, c'est parce que c'est rassurant, c'est fait par les ingénieurs, pour les ingénieurs. On a une étude qui a été menée en 2014, reconduite en 2018 au Pôle national éco-conception, qui montre que on a 92% des projets éco-conçus qui créent une réelle transformation, et au minimum de réussite, c'est on garde nos parts de marché et on ne fait pas plus de bénéfices. C'est-à-dire qu'on ne change rien. Donc en fait, ce premier pas, il est très simple à faire, l'éco-conception, et il est forcément gagnant. Super. Merci à tous. On est un petit peu en retard, donc ce que je vous propose, c'est de passer peut-être aux questions du public, si vous en avez. Merci. On a parlé de la croissance démographique. Elle est plus importante évidemment hors Europe qu'en Europe. Les avancées qu'on a et les questionnements qu'il y a ici, existent-ils à l'identique dans des pays comme l'Inde ou d'autres pays qui ont une croissance démographique très forte et aussi une croissance en termes de production industrielle actuellement? Voilà, juste... C'est pas forcément exactement dans vos... Non, ce qu'on voit, ce qu'on a tous vu par exemple sur le secteur aérien, c'est qu'à un moment où on se dit qu'on va réduire la taille des aéroports, enfin pas rouvrir des nouvelles choses, il y a un programme où certains groupes français sont impliqués d'ailleurs, mais programme énorme en Inde. C'est sûr que la problématique, la dynamique n'est pas la même, et les enjeux, moi j'ai vécu 3 ans en Amérique du Sud, et sur certains côtés j'ai trouvé assez avancé parce qu'ils allaient assez vite vers des produits dits responsables. Et après, assez vite, on comprend avec notre œil d'Européen que leurs enjeux sanitaires, de croissance, etc., font qu'ils n'arrivent pas à intégrer tout de la même façon. Et c'est souvent peut-être un peu une excuse aussi que prennent les entreprises ici, de se dire oui, mais finalement, 2/3 d'impact, ou même plus que ça, c'est là-bas. Après, on importe beaucoup, on exporte beaucoup de notre impact. Donc je pense qu'on peut aussi avoir un rôle, à mon avis, d'accompagnement de ces pays-là, mais ce sera avec beaucoup de paradoxes, parce qu'il y a derrière une population en croissance et des enjeux de transport et sanitaires. Donc je pense aussi que même si on a un impact moins important, il faut quand même être leader. On parle de transformer son écosystème, il faut que derrière on apporte ces enjeux-là et notre maturité à ces pays qui ont des problématiques différentes. Avec la limite qu'on a une culture, on baigne dedans, on est dans un bocal, nous, pays industrialisé, et puis ces jeunes pays donc qui s'industrialisent eux-mêmes n'ont pas du tout les mêmes cultures, les mêmes enjeux non plus, et la même manière de voir cette industrialisation, et donc du coup on ne peut pas coller non plus directement nos solutions, et c'est super complexe en fait à mettre en œuvre. Mais en effet, je crois que c'est le Vietnam qui actuellement est pile à l'équilibre. Voilà, on attend 3 ans et puis ils auront explosé l'équilibre. Et il y a aussi du transfert de méthodes, d'approches, de technologies aussi entre les différentes régions du monde qui peuvent permettre aussi de profiter de l'expertise qui a été réalisée à un endroit donné dans le globe et de la diffuser à un autre endroit. Nous, par exemple, on avait développé un bioprocédé, un procédé avec 24 types de bactéries et des levures pour transformer des déchets organiques pour en faire des nouveaux matériaux qui ont des propriétés similaires à celles de certains plastiques. Et par exemple, on avait été contacté par
les gens qui étaient missionnés par le gouvernement indien justement pour faire du transfert de technologies vertes de la France vers l'Inde. Donc il y a aussi une veille permanente de différentes régions du monde vers des solutions qui peuvent les intéresser pour répondre à leur politique environnementale aussi. Donc il y a aussi voilà, une veille permanente, j'ai l'impression, qui existe, qui est réalisée, qui permet aussi de déployer des choses quand le moment est venu, et surtout de manière appropriée par ces différentes cultures. Ça, c'est vraiment très important pour pouvoir répondre à ces différents enjeux-là. Effectivement, vous mettez le doigt sur l'importance de la diversité, également dans les modes de production, de conception, et dans les produits et les services qu'on va concevoir. On n'est plus forcément dans quelque chose de très universel, mais quelque chose qui est peut-être plus ancré à des besoins bien particuliers des territoires, selon les ressources qu'on peut y trouver et autres. Est-ce qu'on a une autre question ? Ah, pardon. Moi, je reviens un peu sur la question du design fiction, de la création d'imaginaire et tout. Il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, ça me manque. C'est de construire des imaginaires en dehors du monde marchand, en dehors du monde capitaliste. Enfin, en fait, on n'en a pas du tout parlé. Et c'est quand même un des gros problèmes, c'est qu'on est dans un monde qui utilise énormément de ressources pour consommer, pour être sous une forme de croissance économique, etc. Et on n'a pas dans nos imaginaires d'issue qui ne fonctionnent pas sous cet angle-là. Et du coup, moi, quand on me parle de fiction, d'imaginaire, d'ouvrir des mondes possibles, etc., c'est ça, personnellement, dont j'ai besoin. Et donc là, j'ai pas du tout entendu parler de ça. Je sais pas si des gens le font, mais voilà, je trouve que je sais pas si je suis éco-anxieuse, j'ai pas beaucoup confiance dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je sors encore plus inquiète, je dois dire. Enfin, voilà. Donc, parce qu'on dit tout ça comme si c'était qu'une question de choix, comme s'il suffisait de décider de faire de l'éco-conception pour être vertueux, alors qu'en fait, depuis les années 60, on dit oulala, il faut tout changer, et si on le fait pas, c'est juste parce que notre monde, il est radicalement incompatible avec le fait d'être respectueux de l'environnement. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un problème d'imaginaire justement parce que on ne dit pas vraiment le problème. Non, mais je pense dans les... Alors, Manon qui est là, qui est notre grande experte du design fiction, je ne sais pas où elle est, mais je ne la vois pas avec la lumière, tu es là. Peut-être ce serait intéressant qu'elle donne son point de vue. En fait, tout dépend des critères ou des éléments qui viennent composer le travail de design fiction. Je pense qu'on essaie d'aller... Alors, c'est pas simple de dire justement, quand je suis revenue de la CEC, je disais en fait, il faut expliquer à nos clients qu'ils arrêtent de croître, ce qui n'est pas très ou qui décroissent ou qui renoncent, ce qui n'est pas, encore une fois, très simple quand on fait du conseil, mais c'est une vraie question à se poser. Donc, si, je pense je ne dis pas qu'on part que sur des fictions sans croissance, mais on essaie de se poser la question de modèles assez différents, même parfois radicalement différents. Il faut aussi qu'on trouve le moment, la maturité de nos clients pour qu'ils arrivent. Je pense que c'est compliqué de leur dire d'entrée de jeu, parce que derrière, en fait, si on tue tous les modèles, on a un autre problème aussi. Donc, il faut les amener vers cette perspective-là. Déjà décorrélé de la croissance des ressources, c'est les modèles de fonctionnalité et c'est pas suffisant, et c'est la circularité, c'est pas suffisant. Quand je parlais d'expansion, c'est pas, elle est ultra convaincue et néanmoins ça prend du temps pour juste décider d'arrêter là les lingettes et de se dire en fait il n'y a rien de mieux qu'un gant de toilette, donc voilà. Et puis à côté on va essayer de développer autre chose. En fait ils ont fait des études pour ça, pour arriver à la conclusion qu'il fallait arrêter ça, mais ça a pris du temps. Ils les arrêteront dans 2 ans, donc ils les ont transformés, demain ils les arrêtent et ils remplacent par autre chose. Donc on peut se projeter sur des choses radicalement différentes. Je pense que, en tout cas, les entreprises, puisque nous, c'est les gens avec qui on travaille, ne sont pas mûrs pour ça. Donc il faut les amener, mais progressivement. Mais je pense que, je comprends que vous soyez inquiète, moi aussi, à force de travailler sur ces sujets, je le suis de plus en plus. Mais si, je pense qu'on a la question, c'est comment on l'aborde et comment on arrive à les mettre sur ce chemin-là de renoncement. Voilà. C'est ça le plus complexe. Je me permets juste de compléter. En fait, l'enjeu, il est politique. Hein. C'est pas aux entreprises de
de proposer un monde anticapitaliste. Ouais, mais le ou, politique différent. va moins vite Mais que voilà, les entreprises sur je plein veux de pas- sujets. Tu vois. Enfin, la difficulté, c'est que Ouais, les lobbies, tout ça. Enfin bon, voilà. Mais Ouais. je voulais Non, mais juste le dire à la salle. Je ne sais pas si tout le monde se dit la même chose que moi, mais en tout cas, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Voilà. J'arrête de mobiliser la parole. Je peux essayer de compléter. Ça fonctionne. Ouais. Je peux essayer de compléter. Je vais pas forcément répondre à tout le débat. J'en ai pas la vocation ni la portée. Mais si je reviens à la question des imaginaires, et donc du coup à ce qui peut me revenir, c'est-à-dire à la question du design fiction, ce que j'essaye de faire avec les clients. Je pense qu'on en a parlé dans la table ronde d'avant, mais on l'a juste touché du doigt. Pour moi, c'est une question de courage, de posture. On en a parlé tout à l'heure avec la peur de basculer dans la dystopie, la peur d'aller dans des imaginaires qui sont un peu plus radicaux. Et je pense que c'est des choses qui commencent à s'ouvrir et que c'est une vraie responsabilité qu'on a en tant que designer. Parce que la fiction et la création d'imaginaires, je pense que c'est une très bonne chose qu'elle soit proposée au plus grand nombre. C'est important que ce soit des choses qui soient co-construites. Pour autant, il y a toujours eu besoin d'artistes, il y a toujours eu besoin de designers, il y a toujours besoin d'avoir des esprits, on va dire, un petit peu émancipés, qui se permettent de proposer des choses qui sont vraiment radicalement différentes et quitte à choquer. Personnellement, j'essaye de le faire au sein de Faber Novel. J'ai la chance d'avoir un endroit, même au sein d'un cabinet de conseil, de pouvoir proposer des choses qui sont assez choquantes à nos clients pour essayer de les faire réagir. C'est des choses qu'on teste, en fait, pour être honnête. On en est au début, on essaye de tester justement ce type d'approche, c'est-à-dire de dire à un acteur du luxe, si vous continuez comme ça, en fait, dans 15 ans, le luxe n'existe plus. Partons de cette base-là, partons de cet imaginaire-là, et qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est plutôt une invitation à se dire que ces discours courageux, c'est vraiment pour moi le mot important, c'est la notion de courage. Il faut qu'on les porte. Et toutes les entreprises ne pourront pas suivre, en fait. Toutes les entreprises ne vont pas pouvoir continuer à croître. Mais peut-être qu'il y a aussi une question de sélection, lesquelles on va aider à continuer à croître. Peut-être qu'il y en a qu'on peut accompagner pour qu'ils décroissent également. Mais en tout cas, voilà, il n'y a peut-être pas un seul chemin, mais une vraie attention à porter et encore une fois, une intention courageuse à avoir. Désolée si c'est que partiel. On peut en reparler, Louise. On a forcément des exemples en agence où on a dû abandonner des projets, par exemple dans le luxe aussi, sur une marque de joaillerie, où simplement, voilà, il était plus soutenable en fait d'utiliser du diamant sans qu'il soit recyclé, certains métaux rares qui donc allaient être amenés à s'amenuire. Donc on a abandonné en fait le projet simplement. Et je me souviens en fait d'une discussion avec un fabricant de hi-fi qui faisait des membranes donc de ces haut-parleurs en miscanthus. Et donc il a fallu que ce directeur d'entreprise arrive à se dire qu'il allait faire de l'électronique qui allait être saisonnière, parce que du miscanthus, il ne pouvait pas en avoir toute l'année pour faire ses membranes. Et donc il ne pouvait pas distribuer son produit toute l'année. Et ça, mais c'était d'une violence inouïe pour cet homme-là. Donc on va avancer petit à petit, mais c'est vrai, on n'avance pas assez vite. Moi, je vais bien donner un élément de réponse aussi, parce que je pense qu'il y a une dimension temporelle qui est super importante aussi. Parce que demain, quand on mobilise des outils de design fiction avec des entreprises ou avec des villes, qu'on remet complètement en question le modèle, ça pose la question de la temporalité. Parce que, qu'il s'agisse d'une boîte, qu'il s'agisse d'une ville, on va en fait tout déconstruire pour reconstruire quelque chose de complètement différent. Et ça prend du temps, ça nécessite de dialoguer aussi avec énormément d'acteurs. Si je prends le cas de ville, on a travaillé avec une ville dans le Nord, par exemple, que je ne citerai pas là, mais en gros, l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait repenser en fait les façons d'habiter en gérant les ressources de manière circulaire, en réintégrant le vivant, les vivants, etc. Mais tout ça, ça nécessite de faire dialoguer les acteurs de l'énergie avec les acteurs de l'eau, avec les acteurs économiques, avec les acteurs politiques, avec les citoyens, etc. Et chaque pan de cette boîte-là a sa culture, sa façon de faire, son langage, encore une fois, en fait, tout un tas de choses comme ça, qu'il faut réussir à un moment donné à faire dialoguer, à interfacer justement pour repenser une nouvelle forme d'organisation. Et ça se fait pas en 3 ans ou 5 ans, comme ça peut se faire un projet industriel, ou pour lesquels on peut effectivement chercher déjà à réduire l'impact de ça, qui est la première étape, mais là, parfaitement d'accord, c'est pas assez. Donc si on veut chercher de la rupture, il faut aller chercher de la complexité,
Et concevoir de la complexité, ça prend énormément de temps parce que ça intègre en fait énormément d'acteurs qui ont leur propre culture et système de référence. Et ça, ça demande du monde, ça demande des moyens que l'on ne donne pas aujourd'hui forcément, et une temporalité aussi, un temps que l'on n'a pas forcément non plus, ça j'en conviens. Mais en tout cas, il faut viser à ça, il faut être encouragé aussi sur ce genre d'approche-là, et je pense que le design systémique et le design de la complexité, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent, et qui pour moi justement va exploser dans les années à venir, parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir répondre rapidement aux enjeux de société. Donc clairement, c'est voilà. Mais moi, je continue à croire qu'on va y aller et qu'il va y avoir de plus en plus d'efforts là-dessus. Juste peut-être pour compléter sur le point politique que tu mentionnais, en fait la question c'est de trouver à quel niveau ça va fonctionner, parce que les politiques globales, européennes, etc., ça n'a pas fonctionné. On avait une discussion avec une personne du GIEC. En fait, finalement, au niveau des territoires, ils vont avoir un rôle, ce que tu mentionnais, en fait, un rôle hyper important d'aider à mutualiser, enfin d'aider les entreprises. On dit qu'il y a des choses à faire dans des secteurs, c'est sûr, mais entre secteurs, d'aider à mutualiser et faire des synergies entre entreprises pour des actions collectives et faire des arbitrages, parce que on travaille sur certains sujets de conflits d'usage. Personne, pour le moment, n'a pas la gouvernance clairement mise en place. Donc là, effectivement, c'est un sujet politique pour faire ces arbitrages. Qui va décider qu'on arbitre sur l'eau, sur l'énergie, et qu'on va donner à tel secteur qui est prioritaire par rapport à tel autre. Donc oui, là, la dimension politique, ça peut être trouver la bonne granularité, les bons niveaux de décision pour pousser à cette action collective qui de toute façon est indispensable pour arriver à ça, et à des arbitrages forcés, parce que je ne pense pas que c'est les entreprises elles-mêmes qui vont se dire bon ok, j'accepte de ne pas prendre de biomasse, je laisse au secteur d'à côté. Donc il faut ça, et il faut effectivement du courage, de la conviction, de la vision, et honnêtement on l'a vu aussi sur le numérique, et même on l'a entendu de certains hommes politiques avec qui on a travaillé, innover. Il disait aux boîtes qui essayaient de lobbyer pour faire bouger des choses face à Google, etc. Ils disaient non, innovez, venez nous voir, on fera par ordonnance, mais ça va trop vite pour qu'on arrive à être en avance de phase. Donc, je ne dis pas que là-dessus, ils n'arriveront pas, mais je pense que les entreprises doivent être très moteurs aussi et aidées par une structure et clairement une gouvernance qui fait accélérer les choses, notamment sur ces arbitrages. Merci. Est-ce qu'on a encore une dernière question dans le public ? Oui, bonjour. Bon, d'abord, vous remercier pour cette mission que vous avez de créer un monde au service du vivant, ou en conscience de limites planétaires. Je voulais juste savoir, juste vous personnellement, quelle trajectoire vous, vos institutions, se donnent pour atterrir où? Si vous devez les résumer, par exemple, dans quelques mots, est-ce que c'est des mondes plus bien inspirés, des objets qui produisent de la valeur pour les vivants dans les sens entiers, ou des entreprises à but non pas lucratif, mais ESG+, je ne sais pas si c'est là du sens, mais pour atterrir où? Vous voyez où ces actions que vous entreprenez au quotidien, c'est pour atterrir où, dans votre sens, enfin, le temps que vous travaillez? Tu veux dire à titre personnel ou pour les entreprises qu'on accompagne ou globalement? Moi, à titre personnel, quand je suis revenue de la CEC, je me suis dit, en fait, nous, en tant que consultants, on dit à nos clients de partager la valeur, on doit faire pareil. Ça veut dire qu'on doit co-créer, investir. Là, on va lancer un lab en septembre dans lequel Alice et Manon s'investissent beaucoup. Notre objectif, c'est réunir l'écosystème et puis c'est créer des solutions. Et en fait, si on veut aller au bout de la logique et de ce que j'ai dit, c'est-à-dire partager la valeur, il faut partager, il faut co-investir. Il faut et finalement pourquoi pas être rémunéré si on arrive à mettre en place un modèle plus vertueux. Donc voilà, nous à notre niveau par exemple, on dit que ça devrait être ça le modèle de demain pour être dans cette logique-là. Et je pense que les entreprises, encore une fois, des modèles moins profitables, en fait ce qu'ils disent certains, c'est qu'ils essaient d'économiser à certains endroits où franchement il n'y a pas de création de valeur, pour réallouer sur des modèles qui seront éco-compatibles. Donc c'est pour moi des modèles qui seront peut-être moins rentables, mais avec des investisseurs qui accepteront moins de rentabilité parce qu'il y aura autre chose et qu'on aura collectivement accepté ça. Et donc des modèles qui répartiront différemment
la valeur, puisqu'elle est finie aujourd'hui, elle est limitée, on le sait, et donc plus au service évidemment de toutes ces limites dont on a parlé. Donc voilà, des entreprises qui partagent beaucoup plus, mais pour ça, encore une fois, il faut que toutes les parties prenantes aient évolué et que les clients soient prêts à payer plus des choses aussi qui sont plus vertueuses. Je pense que c'est un meilleur équilibre systémique, on va dire. C'est difficile. À titre personnel, moi, je me suis lancé dans ce combat quelque part parce que je me suis rendu compte lorsque j'ai fait mes 2 ans de mémoire aux Beaux-Arts que, on recyclait très mal. En fait, on savait très mal le faire. Donc, j'ai appris à communiquer déjà avec le grand public, les urbains, et j'ai cherché à réenchanter au travers de la poésie dans un premier temps, au travers des poèmes de Prévert. Donc pour créer en fait des boucles circulaires, et ça c'était en 1997. Et maintenant en fait à l'agence on fait la même chose mais avec des industriels. Et maintenant on fait encore la même chose mais directement dans l'apprentissage au travers de la pédagogie. Donc voilà, à chaque fois on avance, on change de public, on cherche à trouver les meilleures cibles, mais de toute manière l'enjeu est tellement global que il faut être capable d'être polymorphe pour pouvoir répondre à ces choses-là. Et à l'agence, on est un peu dans la même démarche. On est sur une démarche d'essai-erreur où on va effectivement explorer des territoires pour voir effectivement si ce que l'on développe marche, rejoint nos convictions, permet de remporter aussi l'adéquation d'entreprise, de politique, etc. Et donc il y a plein de choses que l'on explore. Il y a des choses qui fonctionnent pas, il y a des choses qui fonctionnent mieux. Et dans les prochains, les territoires qu'on a commencé déjà à explorer et qu'on va explorer de plus en plus, il y a la question par exemple du design régénératif. Donc comment viser non plus seulement la neutralité, mais quelque chose qui participe à régénérer en fait nos milieux. Et puis après, il y a aussi un chantier qui a commencé, c'est celui de repenser en fait un design non pas centré sur l'humain, mais un design centré sur tous les vivants. Et ça, c'est aussi super important parce que aujourd'hui, les méthodologies et les outils du design sont focalisés sur l'humain. Qu'est-ce que ce serait? Des outils et des méthodes de design focalisés sur aussi le vivant non humain. Et ça, c'est des chantiers de réflexion qu'il faut lancer avec des étudiants, avec des entreprises, avec tout un tas d'acteurs. Moi, c'est des questions qui m'animent tous les jours, qui me font vibrer et sur lesquelles j'ai encore des années de réflexion. Mais en tout cas, il faut repenser aussi nos métiers. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de toujours prendre un peu de hauteur pour regarder un petit peu de manière critique ce que l'on fait pour essayer de se réorienter justement vers des pratiques qui sont souhaitables. On peut se tromper, moi ça m'est arrivé de me tromper personnellement, mais on apprend des choses. On ne fait pas les choses parfaites tout le temps, mais en tout cas, je pense que l'intention qui peut y avoir derrière, elle est aussi, elle vaut autant que des résultats que l'on peut produire. Donc je pense que chacun, en fait, dans vos différents métiers, vous pouvez aussi toujours prendre de la hauteur, regarder, essayer des choses, vous tromper bien évidemment, et vous réaligner pour pouvoir aller vers des choses qui vous paraissent être souhaitables. Et puis bien évidemment, créer des liens entre vous tous. C'est bien évidemment important pour pouvoir soumettre à l'autre des plans, des ambitions, des envies, pour faire un chantier commun. Et ça, c'est vraiment une question, un chantier monumental, quelque part, pour lequel il va falloir répondre. Mais avec pas mal de cerveau, on devrait arriver à quelque chose d'intéressant. Et je pense que le vrai job, là, c'est de convaincre que le design peut arriver à ça. Parce que on a dans le groupe EY une entreprise qui s'appelle Doberman, qui sont des designers en Suède ultra engagés, alors qui pour le coup se sont déjà fait sortir d'ateliers clients, justement par rapport à ce que disait Manon, très provoquant. Et elle disait, j'ai l'impression que le design, après qu'on ait recruté beaucoup de designers dans les entreprises, n'a pas l'impact, on ne perçoit pas l'impact réel qu'il a. Donc, il faut remettre de la créativité, etc. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi, et moi je ne viens pas de ce monde-là, et néanmoins je pense que j'y adhère pas mal, mais il y a un vrai enjeu de convaincre que c'est une méthode, et que c'est un outil, et que c'est une philosophie, et la relation à l'art, l'émotion, etc. Tout ça, ça permet d'aller vers ces modèles régénératifs. Je ne pense pas que toutes les entreprises ou tous les dirigeants qui sont dans un focus, dans un stress économique, sanitaire, écologique, arrivent à se projeter et à se laisser porter par cette approche-là. Donc il y a aussi faut évangéliser plus pour qu'ils utilisent cette approche, je pense.
Ouais, effectivement, on a parlé du design comme passeur entre des disciplines, on a parlé de coloniser les imaginaires. Il était également question, à travers cette table ronde, de pouvoir embarquer, puisque la seule certitude qu'on ait aujourd'hui, c'est vraiment l'engagement collectif. Donc je vais remercier tout le monde d'avoir été présent avec nous aujourd'hui, et je vais laisser le mot de la fin à Fabien. Merci à tous, merci à nos invités.